Merci de rester fidèle au programme de Médian. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Au Sénégal, à 10 mois de la présidentielle de 2024, le président Macky Sall s'est dit ouvert au dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Le pays fait face à de vives tensions sociales et politiques. Pour cause, le débat sur une troisième candidature ou non du président sortant, la conjoncture et des affaires judiciaires concernant le principal opposant au régime, Ousmane Sonko. Les membres de la société civile, pour leur part, appellent à l'apaisement et à la concertation pour préserver cette paix sociale. Qu'est-ce qui justifie les tensions récurrentes au Sénégal en période préélectorale? Quel préalable pour une présidentielle apaisée et transparente? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, en République démocratique du Congo, le parti présidentiel et ses alliés ont adopté le 5 avril dernier à l'unanimité la charte constitutive de la coalition de l'Union sacrée de la nation. Cette coalition présidentielle est placée sous l'autorité du président Félix Tshisekedi, mais compte aussi en son sein Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Quelles conséquences de certains actes posés à quelques mois de la présidentielle congolaise qui, pour défier Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023, le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Dr Ibrahim Amadou Niang, vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Daouda, merci pour votre invitation. Merci à vous. Merci également à votre co-débatteur, Dr Famara Sané, également docteur en sciences politiques. Merci aussi d'être là avec nous. Bonjour, habituellement on vous suit et on profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de cette chaîne. Merci beaucoup, docteur Sané. Et depuis quelques mois, on assiste, je le disais en introduction, à des manifestations réprimées aujourd'hui au Sénégal, des actes de violence, des tensions politiques et même des tensions sociales. Quelle lecture faites-vous déjà du climat tendu à 10 mois aujourd'hui de la présidentielle au Sénégal? Je pense que nous sommes dans une situation d'impasse. Une situation d'impasse du fait des politiques. Parce que si on se retrouve dans de telles situations, ce sont des situations qui ont vécu il y a de cela plus de 10 ans et on continue sur le même rythme et sur la même lancée. Avec l'arrivée de Abdou Diouf, on a travaillé pour qu'il y ait un code consensuel et ceci a permis d'aboutir à une élection transparente en 2000. Et ensuite, la dynamique a continué, la machine a fonctionné normalement. Et depuis 2012, on se retrouve face à une situation. Et donc cette situation est due un peu à l'interprétation de la Constitution en place. Et généralement, moi je le déplore souvent, quand on essaie de mettre en place une Constitution, souvent on fait appel à des constitutionnalistes, à des hommes de droit. On oublie souvent les hommes de lettres, on oublie les politistes, on oublie d'autres franges de la société. Donc cette communauté doit participer à la mise en place. Aujourd'hui, l'interprétation qui est donnée à la Constitution est due à cela. Est-ce une façon pour vous de dire que la rédaction, en tout cas des différentes constitutions, doivent se faire de façon consensuelle, au-delà juste des constitutionnalistes, intégrer également d'autres franges qui participeraient à la rédaction? Exactement, on devrait associer les littéraires, on devrait associer les historiens, on doit également associer les géographes. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a défendu... Quelle devrait être aujourd'hui la contribution de ces profils que vous venez de citer? Au moins, on allait avoir des libellés clairs. Par exemple, avec les littéraires, on allait avoir des libellés clairs. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a travaillé autour de ça et aujourd'hui qui revient, le ministre, et qui revient pour dire autre chose, prendre une autre position. Et en déphasage avec tous ces écrits. C'est pour cela, soit ils l'ont fait de manière exprès, ou bien c'est de manière exprès pour un jour revenir et rebondir,
Ou bien peut-être qu'au moment où le constitutionnaliste mettait en place cette charte, il n'avait pas la maîtrise vraiment, sinon les canevas, les contours des libellés qui peuvent vraiment ne pas poser problème. Et comme en 2012, nous en sommes encore à la question de l'interprétativité de cette loi ou bien de cette charte fondamentale qu'est la Constitution. Et Dr Niang, selon vous aujourd'hui, pourquoi à chaque approche d'élection, en tout cas dans le pays, selon vous, on assiste à des violences ou bien à ces tensions préélectorales plutôt? Vous savez, moi, je me dis qu'il y a deux choses. La première chose, c'est sur le plan du processus électoral. Et comme Dr Sané l'a dit, c'est-à-dire le Sénégal a quand même fait un certain nombre d'efforts par rapport au code consensuel, par rapport à l'organisation même des élections. Nous avons de plus en plus des élections qui sont techniquement bien organisées. C'est vrai qu'il n'existe pas d'élection parfaite. C'est clair qu'il y aura toujours, bien entendu, le contentieux électoral. Mais il faut reconnaître quand même qu'au Sénégal, depuis un certain nombre d'années, l'administration électorale s'est professionnalisée. Et donc, la DGE fait un travail extrêmement important et la Sénat joue son rôle de supervision. Donc, et d'ailleurs, les dernières élections législatives ont permis une forte percée aujourd'hui de l'opposition sénégalaise, ce qui était une première quand même dans le pays. Absolument. Donc, on se rend de plus en plus compte que les problèmes techniques en réalité ne sont pas source de conflit. Ou en tout cas, si elles sont source de conflit, c'est peut-être dans quelques situations isolées, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais c'est surtout les problèmes politiques, comme le docteur Sané le disait. Vous savez, moi je me dis que la question du troisième mandat, cette question-là, elle revient depuis 2012. Et moi je pensais que les politiques allaient tirer les leçons de cette expérience. Le Sénégal est pris en otage par les politiques, que ce soit de l'opposition comme de la mouvance présidentielle. Mais surtout ceux qui, aujourd'hui, veulent, après avoir vécu ce qui s'est passé en 2012, après avoir vu les conséquences de ce qui s'est passé en 2012, qui veulent nous embarquer sur cette trajectoire. Je pense que c'est ça, en fait, le problème réellement. Il faut le dire, c'est une question politique. Et ce qui met le feu aux poudres depuis quelque temps, ce qui cause cette tension-là, en grande partie, je pense que c'est deux choses, essentiellement. La première chose, c'est l'impression que les gens ont de la manipulation, entre guillemets, de la justice à des fins politiques pour éliminer des adversaires politiques. Cette perception-là que les citoyens ont est extrêmement dangereuse, si vous voulez, pour la cohésion nationale et aussi pour la paix la stabilité de notre pays. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est la question surtout cette question de troisième mandat. Et moi, je dis que sur cette question de troisième mandat, il y a deux questions. Il y a la question du droit. Cette question du droit, je pense que le Conseil constitutionnel est le plus habilité à statuer sur cette question-là. Mais par contre, pour moi, il y a une question beaucoup plus importante, qui est la question morale. Parce que lorsqu'on écrit et lorsqu'on prend des engagements devant le peuple pour dire que nous ne ferons pas un troisième mandat, je pense que cela nous engage. C'est extrêmement clair. Et donc, il faut quand même qu'on donne de la valeur dans nos sociétés à notre parole. Et ça, c'est extrêmement important. Et tant que nous ne le ferons pas, nous allons nous rendre compte que le Sénégal ira de cycles de violence. Nous allons connaître différents cycles de violence. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons peut-être, je ne le souhaite pas. Et par rapport à ce que vous venez de soulever tout à l'heure, l'aspect éthique ou l'aspect moral, je pense est-ce qu'il n'y a pas lieu d'espérer, puisque jusqu'à présent, en tout cas, l'actuel président ne s'est toujours pas officiellement prononcé sur une potentielle candidature ou non le concernant? Moi, je reste optimiste. Et je le souhaite sincèrement. Je me dis que, au vu de ce qui s'est passé dans la sous-région, nous avons vu le cas de la Guinée, nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire. Même si on a vu qu'en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été aussi grave. Mais nous avons quand même vu le cas d'autres pays qui ont connu des dérives liées à cette question du troisième mandat. Le président Macky Sall ayant occupé quand même un poste assez important de président de l'Union africaine récemment, je pense quand même qu'il est un homme responsable et qu'il est un homme qui sait qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Et moi, je fais partie de ceux qui restent optimistes en me disant que peut-être qu'il prendra en tout cas la meilleure décision, qui est celle de respecter la parole qu'il a donnée.
Et d'ailleurs, le président Macky Sall, lors de son discours à la nation le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, a appelé en tout cas toutes les forces vives de la nation à un dialogue franc en tout cas, dans le respect des règles, dans le respect de l'état de droit et dans le respect également des institutions. Docteur Sané, sur quoi dialoguer aujourd'hui à 10 mois de l'élection présidentielle dans ce pays? Apparemment, je peux dire que c'est trop tard, mais ce n'est pas aussi trop tard. C'est trop tard dans la mesure où, dans une nation, il faut toujours des décisions consensuelles. Société civile, l'opposition et le pouvoir. Ça devrait être continuel. Mais combien de dialogues, combien d'appels ont foiré? Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Certes, les partis politiques doivent être à la hauteur, comme nous le connaissons le Sénégal. Malgré les divergences, on arrive souvent à trouver une solution. Donc, lui, en tant que président de la République, c'est son devoir de rappeler les gens, d'avoir un comportement, une position républicaine qui pourrait vraiment permettre à l'État du Sénégal d'organiser les élections de manière transparente. Maintenant, c'est le contenu même qui pose problème. Qui va aller aux élections avec des situations, des candidats, des leaders de l'opposition qui ne savent pas à quelle fin se vouer. Parce qu'actuellement, nous sommes à moins d'un mois de la clôture des inscriptions. Et celui qui ne parvient pas à s'inscrire durant cette période ne pourra pas être candidat. Et par rapport à ces inscriptions sur les listes électorales, on note aussi un fort engouement des jeunes au niveau des commissions électorales, ce qui quand même n'était pas vu depuis quelques années. Oui, ça surtout pour ce qui est des primo-votants. Non, je parle plutôt des inscriptions sur les listes électorales. Ça, c'est la tendance actuelle depuis les élections de 2019. La tendance est que on constate que les nouveaux inscrits occupent une position proportionnelle est très importante par rapport aux situations anciennes. Et la dernière, ces inscriptions en cours, on voit nettement qu'il y a une ruée des jeunes vers les... Alors ça fait parfois peur aux partis politiques. Non pas seulement le parti au pouvoir, mais même les autres partis. Parce que ces primo-votants, personne ne sait, ils n'appartiennent à aucun parti politique pour le moment, officiellement. On ne sait pas, ils vont... donner leur voix à quel parti politique. Maintenant, pour le moment, c'est d'éclaircir la question des candidats qui sont dans des situations irrégulières. Par exemple, Khalifa Sall et par exemple Karim Wade. Dans la fourchette de mois, s'ils n'arrivent pas à s'inscrire, est-ce qu'ils peuvent participer à l'élection présidentielle? S'il y a des modifications aujourd'hui du code électoral ou bien une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle ne pourrait pas régler ce problème? En tout cas, les députés de l'opposition, eux, ne sont pas pour une loi d'amnistie, mais proposent plutôt une modification des articles L29 et L30 du code électoral sénégalais pour régler le problème. Et ils vont passer par une procédure d'urgence. Passer par une procédure d'urgence, en 72 heures, on règle la question. Ça peut se faire. Parce que actuellement, c'est la seule voie, parce qu'on ne peut pas, il serait très difficile de se lancer dans d'autres voies. Donc, il n'y a que l'Assemblée qui s'offre à nous. Donc, cette Assemblée pour régler la question de ces candidats, ces supposés candidats qui ne sont pas dans la régularité pour pouvoir vraiment participer à une élection. Et M. Nia, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la posture de l'opposition sénégalaise qui appelle aussi à manifester et qui occupe présentement aussi le terrain depuis quelques mois au Sénégal? Vous savez, on ne peut pas, je le dis souvent aux gens, on ne peut pas reprocher à l'opposition d'appeler à manifester. Parce que le droit à la manifestation est un droit qui est quand même garanti et consacré. Les autorités au pouvoir disent souvent un droit garanti mais encadré également. Bon, dans l'absolu, je pense que effectivement, là, on dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres, bien entendu. Mais encadrer aussi, pour moi, ça ne veut pas dire faire les choses dans le sens, dans un sens qui décourage ou dans un sens qui crée des contraintes inutiles. Encadrer, c'est s'assurer que le droit s'exprime dans un cadre qui ne nuit pas aux autres.
Et je pense que sur ce plan, il y a des initiatives qui ont été prises souvent pour dire à l'opposition, voilà, tel itinéraire qui est choisi ne peut pas être pris parce que cela pourrait créer des troubles, etc. Et je pense aussi que l'opposition, sur ce point-là, devrait être encore plus responsable. C'est-à-dire se dire que des fois, lorsque les autorités demandent de choisir un itinéraire plutôt qu'un autre, ça ne veut pas forcément dire qu'on essaie de les empêcher d'exprimer ce droit-là, mais c'est pour aussi permettre aux autres. Parce que Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont compris pour ce qui est de leur manifestation qui était prévue à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, à savoir le 3 avril, une manifestation qu'ils ont annulée en tout cas à la veille, à la suite de discussions qu'il y a eu et de requêtes leur demandant aujourd'hui de surseoir à cette manifestation jusqu'à nouvel ordre? Oui, peut-être bien. Mais là encore, vous voyez, l'opposition, souvent, je pense qu'elle fait des sorties maladroites. Parce que sur cette question précise, lorsqu'on a voulu faire croire, par exemple, que c'était suite à des discussions avec des hauts gradés de l'armée et que la DIRPA est sortie par la suite pour démentir cela, pour moi, ce sont des déclarations qui sont inutiles et qui peuvent avoir une conséquence négative sur la cohésion sociale. Donc l'opposition doit aussi rester dans un rôle assez responsable. Et tout le monde doit le savoir, c'est-à-dire que ce soit du côté de l'opposition comme celui du pouvoir, que la violence ne bénéficiera à aucun camp. Parce que le Sénégal, c'est quelque chose que nous avons en commun. Et si l'une des parties contribue à mettre le feu dans ce pays-là, l'autre partie ne va pas en profiter. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans ce communiqué dont vous parlez, l'armée a appelé les acteurs ou bien a rappelé aux acteurs politiques de tous bords aujourd'hui que le rôle de cette armée-là est de rester aujourd'hui républicaine. Et depuis les élections législatives dernières, l'opposition sénégalaise a gagné du terrain, je le disais tout à l'heure. On assiste à une reconfiguration aussi de la scène politique sénégalaise et également une pluralité des acteurs notés. À ce rythme, est-ce qu'on ne risque pas d'assister aussi à une élection ouverte en 2024 ? Moi, je pense que l'élection de 2024, elle sera ouverte en apparence, mais en réalité, elle ne le sera pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que, en fait, si on fait un petit tour de table, facilement, on pourra dire qui sont les candidats potentiels à cette élection-là. Je pense qu'il n'y a presque pas de mystère autour de cela. Comme le Dr Sané l'a dit tout à l'heure, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de s'assurer qu'il y a un cadre qui est créé pour permettre à ces autres candidats, en tout cas qui auraient la possibilité de participer à l'élection. Et si cela se fait, moi je pourrais aujourd'hui dire qu'effectivement l'élection sera ouverte. Si on a un Karim Wade, on a un Khalifa Sall qui se présente, qu'on a un Ousmane Sonko qui se présente, et qu'on a quelqu'un de la mouvance présidentielle qui se présente, là les élections pourraient être ouvertes. Mais si M. Khalifa Sall, M. Karim Wade et peut-être d'autres leaders d'opposition ne vont pas aux élections, on n'aura pas une élection ouverte. Et quelle lecture faites-vous, M. Sané, de cette reconfiguration de la scène politique sénégalaise? Puisque depuis, en tout cas, 2021, ou bien les dernières législatives, même 2019, depuis la dernière présidentielle en 2019, on note en tout cas une reconfiguration de la scène politique et de nouveaux leaders politiques aussi qui émergent de cette scène-là. Vous savez, en face à un pouvoir qui a fait 2 mandats, il faut vraiment, si ce sont des élections législatives, il faut de fortes coalitions pour basculer la tendance. Maintenant, si c'est une élection présidentielle, dès le premier tour, il faut des candidatures éclatées. Comme ça, chacun grignote sur l'électorat. Au deuxième tour, ils vont se regrouper. Malgré la dispersion, il y a des partis, comme vous l'avez dit, il y a des partis qui se rapprochent selon leur vision, selon leur démarche. Par exemple, Yewwi, Wallu et tant d'autres. Donc ces acteurs qui se retrouvent de manière éclatée au premier tour vont se retrouver au deuxième tour dans une forte coalition pour soutenir le candidat qui va passer au deuxième tour avec peut-être le... Donc il y aura 2 candidats qui iront au deuxième tour. Les différentes formations seront divisées en 2 groupes. Comme cela a été le cas lors de la présidentielle de 2012 avec la coalition Benno. Maintenant, la beauté d'une élection, c'est ce que, comme il vient de le dire, c'est de voir tous les acteurs participer à l'élection. Ensuite, on va marquer l'exception sénégalaise. Si tout le monde participe à l'élection, le parti est au pouvoir, sinon
la mouvance présidentielle va participer, mais également elle sera arbitre pour la bonne organisation de ces élections. Le président, il peut participer. S'il insiste aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel valide sa candidature, on n'y peut rien. Mais l'essentiel, qu'il organise les élections de manière transparente et qu'il laisse tout le monde participer à ce jeu. Et ça fera la beauté de... Et cette présidentielle même, elle est prévue à 10 mois aujourd'hui, dans 10 mois en tout cas, en février 2024. Mais c'est un scrutin qui fait déjà parler de lui. Selon vous, quels sont les réels enjeux de cette élection-là, de cette élection présidentielle de 2024? Les enjeux sont tout d'abord les enjeux de la participation et de l'organisation. L'organisation dans la mesure où on pourrait, comme je viens de le dire, laisser tous les prétendants participer. Et peut-être qu'il y a un goulot d'étranglement, c'est le parrainage, qui est là, qui pose des difficultés à certaines formations politiques. Dans le cadre de l'organisation, c'est que qu'il y ait vraiment au moins une organisation. D'ailleurs, là, le Sénégal, comme vous venez de le dire, le Sénégal a une certaine tradition là-dessus. Nous organisons toujours des élections de manière transparente. Donc, ça sera la même chose, laisser tout le monde participer. La preuve, pour dire que le Sénégal est vraiment en maturité, c'est la percée de l'opposition lors des dernières élections législatives. Et selon vous, M. Nia, quels sont les préalables ou prérequis pour aller vers ce scrutin-là comme une élection transparente et apaisée? C'est d'abord le comportement des acteurs politiques des deux bords, qui doit être un comportement responsable. Je pense que les médias ont aussi un rôle extrêmement important à jouer en censurant, ou en tout cas en ne faisant pas passer les messages qui font la promotion de la violence, des messages à caractère ethniciste ou des messages régionalistes, etc. Donc les médias ont un rôle important à jouer. La société civile, en ce qui la concerne, a un rôle extrêmement important. Parce que la société civile aujourd'hui, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, a un programme qui s'appelle le programme Nieti Élections. Et ce programme-là, justement, vise à faire une observation très détaillée du processus électoral et de faire des rapports, mais aussi de faire de la médiation. Donc je pense que si chaque partie prenante joue son rôle, donc la DGE et la Sénat d'un côté, les politiques de leur côté, mais aussi la société civile et les médiateurs, même sur le plan social, les familles religieuses, que ce soit les familles chrétiennes comme musulmanes, chacun a un rôle important à jouer. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'un des enjeux les plus importants de cette élection, c'est que l'on l'accepte ou pas, le Sénégal va passer un cap. Et il faudrait que ce passage de cap-là soit un passage paisible et vous constructif. venez de parler de la société civile. D'ailleurs, récemment, ils ont tenu une rencontre pour, en tout cas, appeler ces acteurs politiques de tous bords à déjà l'apaisement et également à dialoguer pour arriver, en tout cas, à une stabilité. Et aujourd'hui, une chose aussi qu'ils font très régulièrement à l'approche d'élections et des médiations qu'ils mènent souvent et qui ne sont même pas médiatisées. Que pensez-vous de ces actions aujourd'hui de la société civile en vue d'un scrutin transparent ou bien pour un climat social et politique apaisé? Je pense que la société civile joue un rôle extraordinaire au Sénégal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous n'avons plus de société civile ou que cette société civile est politisée. Bien entendu, parmi les différentes organisations de la société civile, il y a des organisations qui ont un comportement politique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la majeure partie de nos organisations de la société civile, surtout celles qui s'impliquent sur les questions dont vous venez de parler, jouent un rôle important. Parce que des fois, elles arrivent à éteindre le feu sans qu'on le médiatise, sans qu'il n'en parle dans la presse, etc. Monsieur Sani, pourrait-on s'attendre à ce que ces différents appels de la société civile, ces appels au calme, à la retenue, à la concertation aujourd'hui, pour aller vers un scrutin apaisé et transparent, peut-on s'attendre à ce que ces appels trouvent oreille attentive du côté des acteurs de l'opposition comme du pouvoir? Je pense qu'ils vont trouver un écho favorable parce que nous sommes habitués à des situations comme ça. Et également, nous avons des canevas de régulation de la situation politique et des tensions politiques au niveau du Sénégal. D'un côté, nous avons cette société civile, particulièrement qui a joué un rôle assez important durant l'élection de 2012 et qui continue à le faire
traditionnellement. Et à côté d'eux, nous avons aussi le rôle que jouent les grands marabouts, mais aussi les grands marabouts, les confréries qui depuis le temps de Senghor, continue et participe à la régulation de la situation politique, à des tensions politiques. Et donc, ceci a permis de tout ce temps de traverser des périodes que les gens ont jugées parfois tumultueuses et au finish, on se retrouve dans une situation apaisée. Et je pense que le Sénégal, ça c'est l'exception sénégalaise et qui sera maintenue et pérennisé dans des périodes tumultueuses qui ont abouti à cette exception sénégalaise, si on peut l'appeler ainsi, à savoir des tensions préélectorales, mais un scrutin qui se déroule dans le calme et avec un vainqueur et des vaincus ou un vaincu qui reconnaît sa défaite. En seconde partie du débrief, il sera question de parler d'une autre présidentielle, cette fois-ci en République démocratique du Congo, qui, pour faire face à Félix Tshisekedi, ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, le parti au pouvoir au Congo a lancé l'Union sacrée de la nation, une coalition placée sous l'autorité du président Tshisekedi. Que pensez-vous de cette coalition au pouvoir, M. Niang? Alors, la coalition au pouvoir, il faut le rappeler, cette coalition Union sacrée pour la République, en réalité, c'est une coalition qui est bien en place depuis un moment. Hein. C'est une coalition qui regroupe les partis et les sympathisants du régime actuel, donc tous les partisans du président Tshisekedi, et qui, comme son nom l'indique, ont décidé de faire une union sacrée autour de sa personne pour voir l'intérêt suprême du Congo et aller ensemble. Et on a vu récemment cette coalition s'agrandir et noter en tout cas enregistrer la venue de deux poids lourds, si on peut les appeler ainsi, de la politique. Il s'agit de M. Jean-Pierre Bemba et de M. Vital Kamerhe, qui se sont vus respectivement confier les postes stratégiques du ministère de la Défense pour M. Bemba et du ministère de l'Économie pour M. Kamerhe. Et il faut le dire, ce sont des poids lourds de l'opposition aujourd'hui qui rejoignent le président Tshisekedi. Et je pense qu'il a décidé en tout cas de formaliser les choses, si on peut le dire ainsi, récemment, pour s'assurer que tous les alliés ont la même vision et que tous les alliés aussi connaissent les règles du jeu en direction de ces élections de 2023, s'il n'y a pas de glissement encore. Et cette coalition est régie par une charte constitutive qui a été signée par toutes les parties prenantes le 5 avril dernier. Des signataires, en tout cas, des règles également qui régissent cette coalition auxquelles sont assujettis tous les signataires. Et la charte ne désigne pas clairement Tshisekedi comme candidat aujourd'hui de cette union sacrée à la prochaine présidentielle. Mais le texte impose à tous les membres de soutenir le candidat qui sera désigné et de lui assurer une majorité stable au Parlement. Cette coalition, selon vous, est-ce une alliance de circonstances ou une grande coalition en vue de la présidentielle de décembre 2023 en RDC? Pour moi, c'est clair. Déjà, si le président Tshisekedi les a invités à rejoindre sa coalition, c'est qu'il sait de façon claire qu'il sera candidat. Lui-même l'a déjà dit de toutes les façons. Il a dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Et je ne vois pas les deux précités, en tout cas lui tenir tête. Sûrement, ils ont dû recevoir des gages importants. Donc, effectivement, c'est une coalition électorale. C'est un gouvernement de combat, comme on le dit chez nous, un gouvernement qui doit préparer, en tout cas le parti présidentiel, la grande coalition présidentielle, à aller ensemble pour gagner les élections de 2023, s'il n'y a pas de glissement, mais il faudrait aussi faire avec ceux qui sont de l'autre côté. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Kamerhe hérite de l'économie, du ministère de l'économie, et Jean-Pierre Bemba du ministère de la Défense. Un troisième également, Antipas Moussa Niamouti, lui est le ministre aujourd'hui en charge de l'intégration régionale. Est-ce une façon pour le président Félix Tshisekedi de s'assurer du soutien de ces personnalités, en tout cas dites puissantes, dans leurs provinces respectives à l'approche de la présidentielle? Puisque quelqu'un comme Kamerhe, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine assise dans le sud Kivu, qui est sa zone également. Exactement, vous avez bien vu. Actuellement, ce pays
dévasté par des guerres, mais également par des situations de sécessionnisme, un pays qui a besoin d'union sacrée, comme ils le disent. Cette union sacrée permettrait non seulement de consolider l'unité au sein du pays et d'aller vers l'envahisseur extérieur. Donc, je pense que le président a mis en place une bonne stratégie en intégrant presque dans chaque région un leader potentiel qui pourrait vraiment apporter. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour pouvoir vraiment... et ils ont pris aussi des dispositions, c'est-à-dire dès le départ dire que tel sera le candidat. Mais ils vont aller peut-être vers un congrès, parce qu'il leur reste à peu près 8 mois. Ils vont aller vers un congrès, une assemblée générale. Et au sortir de cette assemblée, et là également, ils ont pris des dispositions, parce qu'ils ont demandé à l'issue de l'assemblée générale que le candidat choisi, que tout le monde se range derrière lui, pour éviter les contestations. Souvent, ce sont les contestations au niveau africain qui créent des problèmes. Chacun veut être président, ainsi de suite, mais la preuve encore, la répartition des différents ministères clés au niveau... Et certains aussi affichent aussi des craintes. Il s'agit des défenseurs des droits humains et d'autres acteurs en tout cas qui militent pour la promotion de la bonne gouvernance. Ils affichent des craintes surtout par rapport au passé de certains qui ont été choisis, comme le cas de Jean-Pierre Bemba, de Caméré également, qui avait été condamné dans une affaire de détournement de deniers publics, ou bien de Mboussa. Aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport à cela? C'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on aille à la situation sud-africaine, la situation rwandaise, se pardonner, faire un esprit de dépassement. Peut-être que Jean-Pierre Bemba a été accusé de comportements qui aujourd'hui peut-être que peut traîner des séquelles quelque part, mais le fait qu'on l'intègre au niveau de ce groupe, ça pourrait vraiment apporter le concours de sa région, mais également de tous ses collaborateurs. Et petit à petit, il y aura un esprit de dépassement. Maintenant, l'autre également aussi, peut-être, lui, il est un peu tapis dans des situations de détournement de fonds publics. Là également, la situation semble un peu être compliquée, mais ce sont des leaders qui ont du personnel derrière eux. Ils ont des militants, ils ont une certaine base, ils ont une certaine assise au niveau de leur collectivité locale. Donc, la question au niveau du Congo, l'instabilité est liée quelque part aux questions de région, mais également de régionalisme, mais aussi aux questions ethniques. Donc, en intégrant tout le monde dans cette union sacrée, je pense que les gens, la population fera un esprit de dépassement pour pouvoir vraiment accepter de créer une nation forte. Une nation forte parce que c'est l'une des nations les plus vastes au niveau du continent africain. Donc, une nation qui va s'occuper maintenant du développement de leur pays. Et Dr Nia, est-ce que cette union sacrée aujourd'hui pourrait permettre à l'issue de cette présidentielle prochaine de relancer en tout cas les discussions ou bien d'arriver à des discussions sérieuses sur ce qui se passe à l'est de la RDC? Alors moi, je fais la différence entre deux unions sacrées. L'union sacrée qui est cette coalition politique et l'union sacrée en tant que, volonté, concept au niveau national. Sur le plan politique, la coalition Union Sacrée, cette coalition, donc, qui est que moi je pense être une coalition électorale, son seul objectif c'est d'aller vers l'élection de 2023. En tout cas, à ce moment précis, leur seul objectif c'est d'aller ensemble vers les élections de 2023. Alors, est-ce qu'ils vont gouverner ensemble? Après, on ne le sait pas. Par contre, en face, ils ont agi, la coalition Ensemble pour la République. Donc d'un côté, on a l'Union Sacrée pour la République, d'un autre côté, on a Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. Et Katumbi, il ne faut pas l'oublier, est un poids lourd de l'opposition. Même s'il y a cette loi Tchani qui est sur la congolité, qui est déposée au niveau de l'Assemblée nationale, on espère que cette loi ne passera pas, mais si cette loi passait, ça voudrait dire que peut-être lui ne pourra pas se présenter, vu que son père est d'ascendance italienne, ou en tout cas italien. Donc pour moi,
il y a en face des gens, il y a... Et concernant cette loi que vous venez de soulever tout à l'heure, celui qui l'a proposé, à savoir Tchani, il a fait savoir que son souhait, c'est que n'importe quel mercenaire ne pourrait plus se glisser au sommet de l'État congolais. Je le cite, ce sont ses propos. Vous, que pensez-vous aujourd'hui d'une telle loi qui, je le rappelle, n'en est pas à sa première proposition? Il y a à peu près deux ans, cette loi avait été proposée au niveau de l'Assemblée nationale congolaise, mais n'était pas passée. Que pensez-vous aujourd'hui de du retour, en tout cas, de cette loi sur la congolité? Moi, je pense que c'est une loi qui est extrêmement dangereuse. Et on l'a vu avec le concept de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a même pas besoin de faire un développement sur les conséquences de telle loi. Et cette loi ne contribue pas à renforcer l'unité nationale au Congo. Au contraire, elle divise, elle polarise. Et dans un pays, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Sané, qui connaît justement des problèmes ethniques, des problèmes régionalistes, cette loi, elle vient, si vous voulez, créer beaucoup plus de problèmes. Donc pour moi, cette loi, elle est inopportune. Elle ne devrait même pas passer. Mais je voulais terminer juste en disant qu'à côté de M. Katumbi, il y a l'ancien prix Nobel de la paix, dont j'oublie le nom, Denis Mukwege, qui, on ne le dit pas, peut-être pourrait éventuellement être un candidat et un poids lourd, parce que Mukwege, nous ne l'oublions pas, depuis quelque temps, commence à sortir un peu de sa réserve. On a Martin Fayoulou, même s'il ne bénéficie pas des mêmes soutiens qu'en 2018, il n'en reste pas moins un leader important de l'opposition. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, malgré ses déboires avec la justice aussi, qui pourrait être là. Donc moi, je pense que cet affrontement entre les deux blocs va être un affrontement qui va être très décisif et qu'au bout du compte, une fois que l'élection passera, celui qui deviendra le président de la République aura justement le rôle, en fait, la responsabilité de faire en sorte que cette union sacrée-là ne soit pas juste un slogan, que ce soit une union sacrée, donc un grand mouvement qui va réunir tous les Congolais, même si je pense que c'est utopiste pour un pays qui est marqué par toutes les choses dont Dr Sané a parlé. Mais face à cette situation que vous venez de soulever tout à l'heure, quel défi a relevé par le président Tshisekedi en vue de cette présidentielle de décembre 2023? Moi, je pense qu'il y a d'abord le défi sécuritaire. S'assurer qu'à l'Est, que les gens puissent voter. On a vu que récemment, au niveau du Nord Kivu, les affrontements entre les M23 et les FARC ont créé, en tout cas, ont entraîné des mouvements de personnes, à peu près 900 000 personnes. Donc le président Tshisekedi, en ce qui le concerne, devrait en tout cas s'assurer d'abord que les élections peuvent se dérouler dans les différentes régions, ou en tout cas provinces du Congo. La deuxième chose, c'est de s'assurer que tous les candidats, comme c'est le cas au Sénégal, tous les candidats, y compris M. Katumbi, puissent se présenter et que des lois comme cette loi, ce projet de loi sur Tchani, sur la congolité, soient définitivement rangés dans les tiroirs, même jetés à la poubelle. Et donc, c'est son rôle en tant que chef de l'État. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Et comme dans le cas du Sénégal, moi, je pense qu'effectivement, le dialogue, c'est un peu tard. On ne peut pas attendre juste à 8 mois de la présidentielle pour lancer des dialogues. Les gens ne vont même pas y croire. Mais c'est vraiment justement d'utiliser son rôle de chef d'État pour s'assurer que l'environnement est un environnement qui peut permettre, en tout cas, une compétition saine entre les différents acteurs politiques. Et de s'assurer aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'élection soit tenue dans toutes les provinces du pays, y compris à l'est de la RDC. Et d'ailleurs, en République démocratique du Congo, du 24 décembre 2022 au 11 avril 2023, la commission électorale congolaise a procédé à l'enrôlement des électeurs à l'est du pays dans cette zone. D'ailleurs, un délai que des organisations de la société civile, le délai était de 3 mois, mais aujourd'hui, les organisations de la société civile invitent à prolonger ce délai au vu du déroulement compliqué des opérations à cause de la situation sécuritaire. Selon vous, la situation à l'est du Congo est-elle propice au bon déroulement du scrutin dans cette zone-là? La situation actuelle n'est pas propice à l'organisation d'une élection. Parce que vous savez, l'est du Congo, il n'y a pas des établissements humains fixes. Parce que durant plus de 2 ans, c'est des populations en mouvement qui vont, surtout, une bonne partie se trouve au niveau de l'Ouganda, ce sont des réfugiés. Il va falloir organiser leur retour pour pouvoir participer à l'élection présidentielle.
mais aussi s'assurer l'intégration de tout le monde. Parce que comme on le constate... Mais est-ce que des acteurs comme Bemba ou Mboussa, aujourd'hui membres actuellement de cette union sacrée, ne pourraient pas jouer la carte de ce rapprochement avec l'Ouganda, puisque ce sont des acteurs et autorités politiques aussi assez proches de ce pays-là qui est l'Ouganda? Oui, peut-être qu'ils peuvent jouer un rôle assez important parce qu'ils ont collaboré, ils ont été sous la protection de l'Ouganda à un moment donné. Même jusqu'à présent, ils continuent de bénéficier un soutien de ces pays. Mais également, le problème, c'est avec le Rwanda, particulièrement. Parce que le problème avec le Rwanda, c'est qu'une bonne partie de cette population du centre et de l'Est, ce sont des originaires du Rwanda. Soit ce sont des gens qui sont venus durant la colonisation travailler dans les plantations et ils se sont restés, comme le cas, on l'a constaté en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est non pas... C'est un peu à la base... Des Congolais rwandophiles, comme on les appelle. C'est un peu l'origine de cette loi. Donc, ils sont devenus importants et même détenteurs de propriétaires. Les autochtones, ceux qui se disent autochtones aujourd'hui se retrouvent dans des situations d'ouvriers. Parce que les étrangers qui sont venus sont, par le fil du temps, parvenus à vraiment racheter toutes ces plantations et sont devenus aussi importants numériquement. Donc, une bonne partie, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on accepte que tous ceux qui sont nés dans ce pays, ou bien qui ont bénéficié d'une nationalité, soient considérés comme des Congolais. Et si on reste sur ce point-là, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon sont cités comme de potentiels challengers aujourd'hui pour faire face au président sortant Félix Tshisekedi. Mais selon vous aujourd'hui, qui pour défier Tshisekedi en décembre 2023? Peut-être que Fayulu et sa coalition. Sa coalition, Fayulu et sa coalition constituent une base forte qui peut vraiment faire face à la coalition présidentielle, à l'Union sacrée. Parce que si on regarde, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que désormais, les différentes coalitions ne tiennent pas compte des considérations régionales ou bien ethniques. On retrouve du tout là. Alors ça, c'est une première au niveau de la RDC. Cela, le problème, c'est que c'est l'organisation, qu'on arrive à organiser l'élection de manière transparente et on verra qui. Mais jusqu'à présent, le président tient les rênes du pouvoir, donc il a de forts atouts pour pouvoir vraiment remporter l'élection. Et ce président qui est Félix Tshisekedi a été élu en 2019. Il est candidat à sa propre succession pour la présidentielle programmée en RDC en fin 2023. Quel bilan déjà tirez-vous du mandat ou bien du premier mandat de Félix Tshisekedi? Alors, moi, le bilan que je tire du premier mandat de Tshisekedi, c'est un mandat, en tout cas, je trouve qui a été quelque part secoué par des problèmes. Certains problèmes sur le plan politique, d'abord qui ont rendu le travail très difficile depuis le début. Hein. N'oublions pas que son élection à la présidence n'a pas été facile. Et lorsqu'il est venu, l'une des premières choses qu'il a dû faire, c'est justement d'essayer de rassembler autour de lui pour pouvoir travailler. Et cela a pris du temps. Donc, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, il y a énormément de choses qu'il aurait certainement voulu faire, mais il n'a pas eu les coups des franches peut-être pour le faire. Mais sur le plan sécuritaire, justement, il y a justement ces nouveaux conflits qui sont venus rendre la tâche difficile. Donc moi, je dirais un mandat avec un goût d'inachevé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, justement, il souhaite, en tout cas, briguer un second mandat. Et sur le plan sécuritaire, est-ce que vous faites allusion à la situation aujourd'hui à l'est du pays et le conflit ou la tension qui l'oppose avec son voisin rwandais? Absolument. C'est cette situation-là, à l'est du pays, et les tensions avec le Rwanda. Et aussi des problèmes beaucoup plus complexes à l'intérieur du pays. Hein. Et ces problèmes ont un impact, il le sait, sur même l'organisation de la prochaine élection. Et pourraient peut-être avoir des effets négatifs même sur certaines zones dans lesquelles il est réputé en tout cas être favori. Donc il y a... Le Congo est un pays très complexe, hein, très complexe. Et
la CENI, donc la Commission électorale nationale du Congo, fait un travail extrêmement important. Et je dis souvent aux gens que le Congo est le pays dans lequel il est plus difficile d'organiser des élections en Afrique. On vous dira que toutes les personnes qui ont cette expérience électorale au Congo peuvent travailler n'importe où en Afrique. Et je le dis parce que l'année dernière, je faisais partie des gens qui ont aidé la Commission électorale du Congo à faire son document de stratégie. Donc je sais, je mesure la complexité de la tâche qu'ils ont. Est-ce que ce rapprochement aujourd'hui avec un acteur politique comme Jean-Pierre Bemba ou Vital Kamerhe, après aujourd'hui cette présidentielle, pourrait contribuer ou bien pourrait avoir un impact sur la situation à l'est du pays? Je le pense. Je le pense et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles justement M. Bemba a été nommé à la défense. À la défense. Je pense que ça a été mûrement réfléchi. Et je pense que si M. Bemba et M. Kamerhe ont rejoint l'Union sacrée, je pense que c'est une vision qui va peut-être au-delà de 2023, même si ils disent que voilà, c'est une mission qui est à court terme, jusqu'en 2023, mais je pense que ça va quand même au-delà. Je pense que ça participe à une volonté de contribuer à la reconstruction, en tout cas, du pays. Et Bemba à la défense, Vital Kamerhe à l'économie. Mais qu'en est-il aussi, M. Sané, de la reconfiguration, ou si je peux l'appeler ainsi, de la réforme de l'armée congolaise? Une armée aujourd'hui qui a du mal aussi à contenir cette rébellion ou bien cette situation qui se déroule à l'est du pays. Qu'en est-il des réformes attendues au sein de l'armée congolaise? D'ailleurs, le problème fondamental du Congo, de la RDC, c'est la gestion de l'armée. Une armée, pour trouver une solution, il faut vraiment intégrer les mouvements armés. Donc, ces jeunes qui étaient dans les maquis, dans les groupes armés, il faut les intégrer. Je pense que si aujourd'hui on a misé sur Bemba, c'est pour pouvoir vraiment faire une certaine dose, apporter, essayer de voir comment intégrer ces jeunes. Parce que s'ils doivent abandonner la lutte armée, ils doivent faire quoi? Donc, il faut qu'ils trouvent une activité. Donc, le problème, c'est le M23. Le véritable problème, c'est trouver une solution avec le M23. Et c'est l'une des solutions originales au niveau africain, c'est l'intégration. Donc, il faut intégrer une partie de l'armée. Maintenant, le reste, ceux qui ont un âge avancé, ceux qui ne peuvent pas, il y a beaucoup d'handicapés. Donc, il faut trouver des canaux vraiment de sortie de crise. Mais est-ce que cela ne demande pas tout un processus aussi? On l'a vu dans certains pays où ça marchait, dans d'autres où un peu moins. Est-ce que cela aussi ne demande pas un processus un peu plus long pour quitter cette étape de la rébellion aujourd'hui à intégrer une armée régulière? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut démarrer. Il faut entamer le travail, comme le Niger l'a fait. C'est l'un des pays qui a réussi cette situation. Donc, commencer le travail et peut-être que ça se fera dans la durée, dans le long terme. Et petit à petit, on trouvera une solution. Mais véritablement, c'est la gestion du M23. Le seul problème de la RDC, c'est la gestion du M23. Et le M23 est un mouvement où on retrouve où l'application de la congolité poserait problème. Parce que beaucoup de leaders dans ce mouvement ont une double nationalité. Ce sont des Congolais rwandophiles, comme on les appelle. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la gestion du M23 ou bien de cette rébellion du M23 par le président Tshisekedi durant son mandat? Alors moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites, mais comme Dr Sané l'a dit, alors je ne pense pas qu'on est allé... En fait, qu'on a voulu vraiment crever l'abcès pour pouvoir régler le problème. Je pense que ce qu'il faut, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une réforme du secteur de sécurité qui va intégrer, si vous voulez, certains de ces combattants-là. Mais il y a tout un processus. Il faut les convaincre, il faut les désarmer, etc., etc., etc. Mais comme il l'a dit, il faudrait que cela puisse commencer. Donc, et dans un cadre assez formel. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites de façon informelle, hein, en prenant contact avec certains des leaders, en utilisant certains procédés dont nous n'allons pas parler ici, mais que nous connaissons assez bien. Et ce sont ces procédés-là, ne sont des procédés découlent d'une vision court-termiste.
Alors que pour quelque chose, en fait, pour régler ce problème-là sur le long terme, il faut impérativement avoir une vision, une stratégie qui intègre en tout cas une stratégie de réforme des secteurs de sécurité. Et au-delà de la question du M23, selon vous, quelles devront être les priorités du futur président congolais? Vous savez, pour moi, l'un des plus grands problèmes de la RDC, c'est d'abord la question de l'exploitation des ressources naturelles. Quand on parle de scandale géologique, quand on parle de la malédiction liée aux ressources naturelles, même si j'aime pas trop ce terme, je pense que la RDC est l'exemple classique. Donc, il faudra que le prochain président de la République, en tout cas, continue les efforts qui sont faits dans ce sens-là pour renforcer les droits des communautés minières, donc les communautés riveraines au site d'exploitation, mais aussi les protéger contre les abus des compagnies minières, les protéger contre les abus de ces grandes multinationales qui aujourd'hui, en grande partie en tout cas, créent de nouveaux problèmes liés à l'environnement, des problèmes liés à la santé, des problèmes liés même à l'équilibre social. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de la sécurité à l'est du pays. Donc c'est un problème à plusieurs équations et un problème qui ne peut pas seulement être réglé par les Congolais. Ça, il faut qu'on le sache. Hein. C'est un problème aussi qui demande, si vous voulez, une contribution et un travail avec les autres pays limitrophes. Et donc, aussi renforcer les relations. Parce que moi, je trouve très dommage aujourd'hui que le Rwanda et la RDC aient ce type de relation-là. Parce que la paix de la RDC et la paix du Rwanda dépendra fondamentalement, selon moi en tout cas, d'une bonne relation entre les deux. Renforcer les relations avec le voisin rwandais, revoir la situation également à l'est de la République démocratique du Congo, également la réforme de l'armée et bien d'autres chantiers qui attendent le prochain président congolais qui sera élu à l'issue de la présidentielle de décembre 2023. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Ibrahima Amadou Niang. Vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'avoir été avec vous. Ça a été un plaisir également et merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda, c'est toujours un plaisir d'être à ce plateau. Plaisir toujours partagé. Un plaisir aussi d'avoir retrouvé Dr Famara Sané. Merci aussi de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, nous sommes à votre disposition et comme ce n'est pas la première fois, donc nous répondrons toujours à l'appel pour pouvoir vraiment analyser avec vous la situation politique et sécuritaire au niveau africain. Merci à vous aussi, Dr Sané, pour cette disponibilité. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.